bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver également Monsieur Philippe Tol. Bonjour Philippe. Christophe. Très heureux de retrouver Monsieur Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. C'est un ravissement que de retrouver Anne. Pedro Navarro, bonjour. Bonjour. Et puis Delphine de Nuit, bonjour Delphine. Bonjour Christophe. Et puis cette semaine, bien évidemment, la une de notre partenaire Jeune Afrique sur une secte terroriste, dossier sur un fou qui massacre quelque part dans un silence total des autorités internationales. Je vous recommande ce dossier excellent. On va revenir sur une semaine difficile quand même de l'exécutif. Retour sur terre, plutôt mitigé pour Manuel Valls, François Hollande et le Parti Socialiste. On commence lundi. Constat, celui de la victoire aux législatives partielles dans le Doubs, mais une victoire qui a un goût un peu particulier. Écoutez, le Premier ministre, le secrétaire du Parti Socialiste, on ne fanfaronne pas. Éric Barbier a remporté cette élection de peu et lui-même a eu raison de dire qu'il ne fallait pas pavoiser. Donc il faut être extrêmement lucide. Nous sommes sur le fil du rasoir. Le PS a gagné, le Front National pour la 12e fois de suite a été battu, mais il y a le feu au lac. Nous sommes sur le fil du rasoir et il y a, Mustapha, le feu au lac. Oui. En ces mots-là, les choses sont bien dites. Oui, l'impression est donnée. C'est comme si, au lendemain d'une belle veillée, les bulles de champagne s'envolent. Maintenant, on retrouve la réalité politique dure. Une victoire, certes, mais une victoire avec un goût d'échec. Manuel Valls était là pour soutenir Barbier et malgré tout, il arrive à peine à se... Manuel Valls et tout le gouvernement. À le dépasser avec quelques points. Alors, bien sûr, l'esprit du en janvier, es-tu encore là? Non, la réalité a repris le chemin, les clivages politiques, le projet politique, la gouvernance socialiste, elle est là. Le poids du Front National qui est en train de... qui continue à percer sur la scène politique française. Voilà, les belles images d'union sacrée de la rue politique française sont derrière nous. Maintenant, il va falloir bien sûr examiner la nouvelle réalité. La nouvelle réalité, elle est affreuse. Le Front National est en train de réaliser des performances au détriment de la droite et peut-être même qu'il est en train de menacer la gauche. Et c'est ça la nouvelle réalité. On en reparlera tout à l'heure avec une déclaration d'ailleurs d'Alain Juppé. Delphine, même constat, dure réalité. En fin de compte, on a l'impression, comme le disait un peu Mustapha, c'est une victoire, c'est un échec. C'est une victoire la Pyrrhus. C'est une victoire sans être une victoire. Ils ont sauvé les meubles, ils ont gardé une voix. D'ailleurs, il a été chaleureusement applaudi à l'Assemblée mercredi. On peut le comprendre parce que je crois qu'ils ont eu très très chaud. Ça s'est joué à peu près 1%, 1,5%, 700 voix. Non, c'est assez triste, c'est assez désolant. Nous, on l'a traité plutôt sous cet angle-là et sur le fait qu'en effet, le Front National performe et surperforme sur le terrain. C'est-à-dire que on le voit dans les sondages. C'est extraordinaire. Et on l'a vu dans la presse belge, c'est que même quand le Front National perd, c'est interprété comme une défaite brillante et il a quand même gagné. Il est quand même gagnant parce que même si finalement Hollande va renoncer, d'après ce que j'ai cru comprendre lors de ses vœux à la presse, va renoncer à la proportionnelle et encore, il faut voir. En tout cas, il n'en parle plus. On voit vraiment dans les sondages que le parti de Marine Le Pen reste stable alors que tout le monde est en recul, très net recul, à droite comme à gauche. Même chose dans la presse britannique. Je dirais encore plus. Bon, il y a deux ou trois choses que j'ai appris en regardant ces élections. La première, c'est, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'esprit du 11 janvier est complètement mort. C'est en essoufflement, mais je pense que ça a contribué un petit peu aux victoires des socialistes dans les deux. Mais ce qui est inquiétant, si on peut l'appeler ainsi, c'est que dans l'entre-deux tours, on a eu ce vasillement à droite entre le nini, entre on vote peut-être pour les socialistes, c'était le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Alain Juppé. Donc il n'y a pas une position claire et ça n'a pas fonctionné avec les électeurs. Et de toute manière, quoi qu'on dise aux électeurs, c'est eux qui décident. Ils ont tout à fait normal qu'ils le font. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact de ce que la droite a dit. Mais Philippe, quand on voit l'artillerie lourde qui a été déclenchée par le PS, il manquait plus que François Hollande dans le Doubs. Ça fonctionnait jusqu'à un certain niveau. Mais là où, si on peut l'appeler inquiétant, c'est que alors qu'on a demandé à faire barrage contre le Front National, il y a eu plus de participation, mais il y a plus de gens qui ont voté pour le Front National. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau en France. Et donc, ça laisse supposer que
et droite traditionnelle et gauche ont beaucoup de soucis à se faire pour les départementales fin mars. Anna? Plus exactement. Une chose importante qui n'a pas été relevée aussi, c'est que malgré toute la mobilisation et le caractère national de cette consultation locale, on a quand même eu plus de 60% d'abstention. Et ça, c'est absolument énorme. Et ça prouve aussi le discrédit total de la classe politique en France. Et ça, c'est encore plus dangereux que le fait que le Front National ait eu le score qu'il a eu dans cette élection. Avec, d'un autre côté, pour compléter ce que vous dites, une forte mobilisation des électeurs. Voilà. Donc le Front National est quasiment majoritaire, mais chez ceux qui vont voter. Et là, on a un cas de figure dangereux pour la démocratie et dangereux pour l'avenir proche des échéances électorales en France. En tout état de cause, ça reflète aussi, d'une façon plus générale, dans tous les pays d'Occident, le discrédit du modèle politique institutionnel partidaire qu'on a depuis le 19e siècle. Donc, c'est quelque chose d'historique, de différent et avec laquelle on va devoir vivre à l'avenir. Puis l'autre chose qui était intéressante dans cette élection, c'est qu'au deuxième tour, on s'est mobilisé davantage, mais c'est la perméabilité du vote UMP Front National. Et ça, pour l'UMP, c'est très inquiétant. Parce qu'on a vu dans une élection un peu similaire en décembre, quand François Baroin est parti au Sénat et il a eu une élection partielle législative. Là, on a eu un cas de figure différent. C'était un deuxième tour UMP Front National. L'UMP, qui est très installé dans cette circonscription de François Baroin depuis de longues années, a remporté avec une marge plus confortable. Il n'en reste pas moins que le Front National est le deuxième parti du deuxième tour. Donc ça veut dire que quand Alain Juppé dit en cette fin de semaine dans Ouest France que l'UMP n'arrive plus aujourd'hui à endiguer le Front National, et que pour sauver l'UMP, il faut partir au centre. Il pense même d'ailleurs aux primaires qui devraient être ouvertes au centre. Oui, c'est une obligation. Il est vrai que si le Front National commence à s'imposer de cette manière-là sur la vie politique française, il le doit bien sûr à la mauvaise gouvernance entre guillemets socialiste, mais il le doit aussi à la chute abyssale du programme politique de l'UMP. Quand on voit la cacophonie politique auquel se livrent ces leaders, ils n'arrivent pas à avoir, entre guillemets, on peut parler en termes journalistiques, ils n'arrivent pas à avoir une ligne éditoriale commune. Il y en a un qui parle de cette manière-là, l'autre, il y a une telle contradiction publique qui fait que les lecteurs de base français voient beaucoup plus de cohérence chez le Front National que chez l'UMP. Alors, on va revenir à l'UMP dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne sur un déplacement. Alors, c'était un déplacement qui se voulait triomphal sur fond de sécurité, après notamment la vague d'attentats qui a secoué la France. Manuel Valls, Premier ministre, accueilli à Marseille, non pas triomphalement, mais à coups de Kalachnikov. Ça fait tâche quand même, et tout est une question, vous allez le découvrir, d'interprétation. Écoutez. Ces tirs qui ont eu lieu ce matin sont évidemment inacceptables, insupportables. Il y a quelques années, peu de temps au fond, sans doute les services de police, monsieur le directeur, n'auraient pas pu rentrer aussi rapidement dans ce quartier. On n'aurait pas pu intervenir aussi rapidement, boucler le quartier, protéger les écoles, protéger les habitants, et nous sommes sur la bonne voie. Voilà, le fait que la police rentre enfin dans les quartiers après que les tirs aient été entendus et surtout donnés notamment en direction des fonctionnaires de police, c'est un triomphe. Question, je le disais, d'interprétation. Anna? Oui, c'est une interprétation. Un petit rappel personnel, il y a quelques années, je faisais un reportage justement à la Castellane et dans mon reportage, j'avais un rendez-vous à la mairie ensuite. Et je suis arrivée un tout petit peu en retard à la mairie parce que, vous savez, il n'y a pas de transport, tout simplement. J'ai trouvé un taxi, le bus, c'est quand il y en a un. Et donc, du coup, je suis arrivée un petit peu en retard et ils étaient prêts à envoyer une force de police me chercher, penser que j'étais... Alors que le reportage s'est passé merveilleusement bien, que c'était extrêmement intéressant. Donc, il y a une interprétation aussi, évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce que je dis, que ça peut-être qu'il y a une exagération aussi. Alors, les coups de feu, quand Manuel Valls vient à Marseille, à Castellane, les coups de calache, en sémiotique, quand même, ça a une signification. C'est un symbole très, très fort. Moi, je trouve, rapidement, je trouve que le fait... D'abord, Manuel Valls, dans cette posture-là, il parle beaucoup plus comme ancien premier flic de France que comme Premier ministre. Mais je trouve que quand il dit que la police est parvenue à entrer dans ces quartiers et il présente ça comme une performance, comme une victoire... Ça vous donne une idée de l'incapacité des forces de l'ordre à maîtriser un certain nombre de territoires. Lui-même avait parlé à un moment donné d'apartheid. Il y a apartheid social, mais il y a apartheid aussi sécuritaire. Sachant que c'est le même Manuel Valls, quand il était Premier ministre avec Jean-Marc Ayrault, qui avait fait le grand ménage à Marseille en disant « Grâce à nous, vous allez voir, plus jamais ça ». Oui, il reste du travail à faire.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il y a un travail à faire aussi pour contrôler les armes, parce que les Kalachnikov, ça circule facilement, c'est très facile à acheter, ça coûte pas très cher. Et donc là, il faut commencer à mettre le haut là-dessus pour arrêter peut-être ces trafics d'armes en France, qui fournissent tous ces petits bandits dans ces cités. Et je pense qu'il y a une part de provocation aussi envers Manuel Valls, parce qu'on savait qu'il allait venir à Marseille. Et donc on le narguait. Alors visiblement, la voilà. réalité, c'est tout autre chose. Hein. C'est tout simplement deux bandes qui se disputaient un hall d'immeuble Mais pour un il y trafic a- de drogue. Donc ça veut dire que même quand le Premier ministre vient, même quand il y a commerce autant continue. de forces de l'ordre à Marseille que dans Mobilisées. l'ensemble de la France, on arrive quand même à continuer Parce son petit business Pourquoi dans qu'il une y a cité. Pourquoi ? l'impunité de ces groupes qui pensent qu'ils peuvent tout faire parce que les forces de l'ordre sont absents, Et comme parce Manuel Valls a quand même parce dit. que ça a lieu tous les jours. Des bagarres comme ça entre 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, ça a lieu pour du territoire, pour la vente de drogue, ça a lieu tous les jours. Et puis- Donc que Manuel Valls fasse le déplacement ou pas, évidemment, ça pète. Non, moi j'aimerais... Où sont les revenir- mots ghetto et apartheid? Oui, voilà, là, il n'a pas osé. Ou ségrégation. Il n'a pas osé les employer. Mais moi, je ferai le lien avec le sujet précédent dont on parlait, c'est-à-dire le Front National. C'est-à-dire que là, c'est une gifle énorme donnée au gouvernement, à l'ancien ministre de Et l'Intérieur. un message En effet, donné c'est- aux électeurs. Et un message aussi donné aux électeurs, c'est-à-dire, et les électeurs ne se trompent pas, c'est-à-dire qu'ils voient bien que gauche-droite au pouvoir n'ont pas réussi le coup de Kercher. On Et l'attend. moi, j'aimerais bien savoir ce que Marine Le Pen pourrait faire. Voilà si elle la peut le question, voir, parce que voilà je pense toute qu'elle la aura du mal problématique. aussi, Et hein. c'est là que les politiques C'est françaises tout sont l'enjeu et la faibles. question, Voilà. cher Philippe. Ils sont faibles parce que c'est là qu'ils devraient répondre. Oui, et sur tout un autre plan, c'est fidèle aux nombreux lourds préjugés que nous avons sur Marseille, c'est l'abus Abbès et les Kalachnikov. Donc, Et c'est- dans c'est ce confirmé. climat-là, le fait que l'exécutif, François Hollande, le Premier ministre, baisse dans les sondages, c'est-à-dire qu'enfin une courbe s'inverse, mais c'est pas la bonne, Anna. Ben, c'est normal, il y a eu un fait Retour de la souffler, à la réalité. de souffler après les attentats et l'attitude très digne et très ferme du gouvernement qui a été admirée en France et à l'étranger. Et puis après, évidemment, c'est fini. Cet effet-là, et on repart à la baisse. Mais ça, c'est absolument normal parce que ce qui intéresse les Français, c'est quand même, au-delà de la sécurité, c'est le chômage, c'est l'économie, c'est l'avenir de leurs Vous avez noté enfants. cette petite sirène en fin de semaine, comme quoi François Hollande pourrait à nouveau changer de gouvernement, essayer de faire rentrer les Verts, comme il l'a dit dans sa grande conférence de presse. Ça veut dire quoi? Il y a une nouvelle soupape de sécurité qui va se mettre en place? On le doit justement à cet esprit du 11 janvier. À ce moment-là, les socialistes et François Hollande ont pris conscience que tout est jouable en 2017. Mais il faut préparer les instruments pour ça, dont effectivement l'entrée des Verts, dans une reconfiguration gouvernementale. Donc c'est ça, c'est un peu les dommages collatéraux du 11 janvier pour Hollande. Maintenant, il va falloir surveiller les courbes de chômage qui sont beaucoup plus importantes que les courbes de... Surtout que les Verts, cher sondage. Philippe, ça a souvent été un boulet pour François Hollande. Bon, il y a les Verts, évidemment, qui continuera aimeraient bien, à comme Jean-Vincent Placé, qui lui est plutôt favorable pour rentrer dans le gouvernement. Il y a Lui, il Cécile voudrait être même Duflot. ministre de l'Intérieur. Voilà, donc, c'est rien que ça. Duflot, elle, qui n'aimerait peut-être pas rentrer au gouvernement, qui est parti en claquant la porte, mais c'est un soupape de secours pour François Hollande, parce qu'évidemment, il sait qu'il est mal en point avec les départementales dans moins d'un mois, enfin un peu plus d'un mois, excusez-moi, et évidemment, et qu'elle l'a vu sur 2017. Donc, s'il peut faire rentrer les Verts, donc un courant de gauche de plus dans son gouvernement, bon, il aura peut-être plus de chances de sauver quelques meubles de plus lors des prochaines élections. Essayer de limiter la casse, et notamment vis-à-vis du Front National dont on parlait. On se retrouve juste après le journal, on partira à l'étranger, on reste un peu en France parce que l'étranger, c'est François Hollande cette semaine.